Ferme les yeux. Laisse ton corps s'installer là où il est. Sens le contact de ce qui te porte. La pression légère dans le dos, dans les épaules, dans les jambes. La chaleur de ce qui t'entoure. Tu n'as rien à faire ce soir, juste écouter, et laisser les images venir. Prends une respiration lente. L'air entre. L'air sort. Et encore. Ce soir, tu vas descendre. Imagine que tu es debout au bord de l'océan. La nuit. Pas de lune, ou presque pas, juste les étoiles au-dessus de toi, brillantes dans un ciel sans nuages, et devant toi le bruit de l'eau. Des vagues qui arrivent et se retirent sur le sable ou sur les rochers. Un bruit régulier, patient, infiniment ancien. L'océan fait ce bruit depuis des centaines de millions d'années. Il le faisait avant les dinosaures. Il le faisait avant les premiers reptiles. Il le faisait avant les premiers poissons. Il le faisait quand la vie n'existait encore qu'en mer, et que les continents étaient des déserts de roches nus sous un soleil qui se levait chaque jour sur un monde silencieux. Il le fera encore longtemps après nous. L'air sans le sel et l'iode, les molécules arrachées à la surface de l'eau par les vagues et le vent, des aérosols marins qui ont voyagé depuis la mer jusqu'à toi. L'océan te touche déjà avant que tu l'aies touché. Il fait doux. Le sable ou le rocher sous tes pieds est encore tiède de la journée. Le ciel au-dessus de toi est immense. Et devant toi, l'océan s'étend à perte de vue, noir et brillant, sa surface reflétant les étoiles en points de lumière qui bougent doucement avec les vagues. Tu enlèves tes chaussures. Tu approches du bord. L'eau lèche le sable à tes pieds. Tu fais un pas. L'eau froide autour de tes chevilles. Un autre pas. Jusqu'aux genoux. La résistance de l'eau contre tes jambes, douce mais réelle. Jusqu'à la taille. Jusqu'aux épaules. Et puis tu te laisses glisser sous la surface. L'eau referme sur toi. Le bruit du monde au-dessus, les vagues, le vent, le lointain murmure de la côte, s'étouffe d'un coup, remplacé par le son sourd et enveloppant de l'eau. Et tu commences à descendre. L'entainment. Sans effort. Comme si la gravité t'appelait doucement vers le bas, et que tu acceptais. La lumière des étoiles se transforme en un voile lumineux tremblant, de plus en plus loin au-dessus de ta tête. Et autour de toi, l'océan commence à se révéler. Tu es dans les premiers mètres. La zone épipélagique, la zone éclairée. Elle s'étend de la surface jusqu'à environ 200 mètres. C'est là que vit la grande majorité de la vie marine visible. C'est là que la lumière du soleil pénètre suffisamment pour permettre la photosynthèse. L'eau ici, la nuit, n'est pas noire. Elle est d'un bleu profond, presque indigo, traversée par les points de lumière des étoiles depuis la surface. Et déjà, autour de toi, des points de lumière vivantes. Les dinoflagellés bioluminescents. Ces phytoplanctons minuscules émettent un flash bleu-vert quand ils sont agités. C'est pour ça que les vagues semblent parfois briller certaines nuits dans certaines baies, des millions de ces organismes qui clignotent ensemble en réponse au choc de l'eau. Chaque mouvement de ta main laisse une traînée de lumière bleue qui s'estompe en quelques secondes dans l'obscurité de l'eau. Tu es une comète dans un océan de nuit. Et ces organismes qui t'entourent, les phytoplanctons, sont responsables d'environ 50% de tout l'oxygène produit sur la planète. Pas les forêts tropicales, pas les prairies, les phytoplanctons marins. Ces êtres invisibles à l'œil nu, qui flottent par milliards dans cette couche superficielle de tous les océans du monde. Une respiration sur deux que tu prends vient d'eux. Vus au microscope, à une échelle de quelques dizaines de micromètres, ils sont d'une beauté stupéfiante. Les diatomées ont des coquilles de silice aux formes géométriques précises, cylindres, disques, étoiles, spirales striées de perforations régulières comme de la dentelle minérale. Les coccolithophores sont entourés de minuscules disques de calcite qui s'assemblent en une armure sphérique d'une régularité parfaite. Quand ils meurent, leurs coquilles tombent vers le fond, s'accumulent sur des millions d'années, et forment des roches sédimentaires. Les falaises blanches de Douvres sont faites de coccolithes. La craie est de la vie compressée. Autour de toi, maintenant, des formes plus grandes. Des poissons aux flancs argentés qui reflètent la faible lumière. Et des méduses, ces créatures sans cerveau, sans cœur, sans os, composées à 98% d'eau, dont la sophistication est dans leur simplicité radicale. Des bancs de petits poissons qui se déplacent comme un seul corps, tournant d'un coup ensemble, chaque individu répondant à ses voisins immédiats,
créant une cohérence collective extraordinaire sans chef, sans signal central, à partir de règles locales simples. Au loin, une grande ombre passe. Lente, Gracious. Un dauphin ou peut-être une baleine, dont le souffle de bioluminescence marque le passage à la surface. Ces mammifères marins descendus de la Terre il y a 50 millions d'années, leurs pattes antérieures devenues nageoires, leurs narines remontées au sommet du crâne, leur corps profilé pour la nage, vivent entre les deux mondes. Ils respirent notre air et plongent dans ses profondeurs. Ils font le pont entre là-haut et là-bas. Tu continues à descendre. À 20 mètres, dans les eaux claires que tu imagines, des eaux méditerranéennes ou tropicales, le fond est visible. Et le fond est vivant. Dans les eaux tropicales, les récifs coralliens sont peut-être l'écosystème le plus riche et le plus complexe de la planète. Ils occupent moins d'1% de la surface des océans, et pourtant ils abritent environ 25% de toutes les espèces marines connues. La biodiversité d'un récif corallien rivalise avec celle d'une forêt tropicale. Les coraux eux-mêmes sont des animaux, des polypes, dont chacun ressemble à une petite anémone de mer. Ces polypes vivent en colonies, sécrètent des squelettes calcaires qui s'accumulent sur des générations pour former les structures massives du récif. Mais leur secret est dans leur partenariat avec des algues microscopiques, les zooxanthelles, qui vivent dans leurs tissus. Ces algues photosynthétisent et fournissent au corail jusqu'à 90% de son énergie. En échange, le corail leur fournit un abri, du dioxyde de carbone, et des nutriments issus de ses propres déchets. Un récif est une ville de partenariat. Et le récif autour de toi est d'une beauté extraordinaire la nuit. Des poissons perroquets dorment dans un cocon de mucus qu'ils sécrètent autour d'eux chaque soir, une protection contre les prédateurs nocturnes qui pourraient détecter leur odeur. Des murènes sortent de leurs crevasses pour chasser. Des pieuvres patrouillent, changeant de couleur et de texture avec une rapidité stupéfiante grâce à leurs chromatophores, des cellules pigmentées dont l'expansion et la contraction sont contrôlées par leur système nerveux en quelques millisecondes. Et les étoiles de mer lentes, impassibles. Elles se déplacent sur des centaines de petits pieds hydrauliques, les pieds ambulacraires, actionnés par un système hydraulique interne à base d'eau de mer. Quand elles trouvent une moule ou une palourde, elles l'entourent de leurs bras et tirent doucement pendant des heures, jusqu'à ce que le muscle adducteur de la proie se fatigue et lâche. Puis elles extrovertissent leur estomac hors de leur corps, l'insèrent dans la coquille entr'ouverte, et digèrent la proie à l'extérieur avant de la réingérer. La biologie des animaux simples est pleine de solutions inventives et parfois troublantes. Des prairies de Posidonie, ces plantes marines à fleurs, ni algues ni herbes terrestres ordinaires, mais de véritables plantes à fleurs adaptées au milieu marin depuis environ 100 millions d'années, ondulent doucement dans le courant. Leurs longues feuilles vertes et rubanées créent un paysage d'une tranquillité hypnotique. Les Posidonies produisent de l'oxygène, abritent des centaines d'espèces, et accumulent lentement leurs débris en une structure organique, la mate, qui peut avoir des milliers d'années. Des bancs de poissons argentés traversent cette prairie. Des saupes qui broutent les feuilles. Des girelles aux couleurs vives qui cherchent des crustacés sous les cailloux. Une pieuvre tapie dans un creux de roche, ses bras repliés autour d'elle, ses yeux qui te suivent. La pieuvre est une des créatures les plus intelligentes de l'océan. Elle a un système nerveux distribué, la majorité de ses neurones ne sont pas dans son cerveau central mais dans ses bras, qui peuvent prendre des décisions de façon semi-autonome. Elle peut résoudre des problèmes, ouvrir des bocaux, reconnaître des visages humains, jouer. Et elle vit seule, ne transmet rien à ses descendants après sa mort, toute son intelligence est développée de novo en quelques mois de vie. C'est de l'intelligence sans héritage. Tu continues à descendre. À 50 mètres, la lumière a changé. Le rouge et l'orange ont été filtrés par l'eau, ces longueurs d'onde sont absorbées dans les premiers mètres. Ce qui reste est bleu-vert, froid, doux. Si tu regardes vers le haut, la surface est encore visible, un voile de lumière diffuse, tremblant comme une aurore. Si tu regardes vers le bas, c'est le noir qui commence. Un banc de poissons passe juste au-dessous de toi, il te voit et s'écarte d'un mouvement fluide, formant une sphère creuse autour de toi avant de se reformer de l'autre côté. À 100 mètres, tu arrives à la thermocline. C'est l'endroit où l'eau de surface, réchauffée par le soleil et brassée par le vent, rencontre l'eau plus froide et plus dense des profondeurs. La température peut chuter de plusieurs degrés en quelques mètres. Cette frontière est une barrière physique,
une paroi invisible dans l'océan, qui sépare deux mondes. Elle empêche les nutriments des profondeurs de remonter vers la lumière de surface. C'est pour ça que les zones de remontée d'eau, où des courants font remonter les eaux profondes riches en nutriments vers la lumière, comme au large du Pérou ou de l'Afrique de l'Ouest, sont parmi les plus productives de la planète. Quand la lumière et les nutriments se rencontrent, la vie explose en abondance. Tu traverses la thermocline. Un frisson. Un changement d'état. L'eau est maintenant plusieurs degrés plus froide. La lumière au-dessus de toi n'est plus qu'un souvenir. Bienvenue dans le monde d'en bas. À 200 mètres, la lumière solaire est morte. Une lueur bleue quasi imperceptible filtre encore depuis la surface, assez pour des yeux adaptés, mais pas assez pour la photosynthèse. La vie ici ne peut plus compter sur le soleil. Elle doit attendre que la nourriture descende d'en haut. Et elle descend. En permanence, depuis la surface, une pluie de matière organique tombe vers le fond. Les cadavres de phytoplancton et de zooplancton. Les fesses de tout ce qui vit au-dessus, compactés par certains animaux en palettes denses qui coulent plus vite. Les débris d'algues. Les restes de proies abandonnées. Les cadavres de gros animaux, baleines, requins, thons, qui tombent vers le fond quand ils meurent, apportant un festin soudain et imprévu dans des zones habituellement affamées. Les océanographes appellent ça la neige marine. Regarde-la tomber autour de toi. Des particules minuscules, translucides, qui descendent lentement, très lentement, en tournant doucement sur elles-mêmes. Chacune est un paquet d'énergie chimique en route vers le fond. Une particule qui part de la surface met des jours, parfois des semaines, à atteindre le plancher abyssal à 4000 mètres. En chemin, elle est colonisée par des bactéries qui la décomposent progressivement, libérant des nutriments dans l'eau. Elle est ingérée et réingérée par de nombreux animaux qui la réintroduisent sous d'autres formes. Ce que tu vois tomber est la connexion entre le monde lumineux d'en haut et le monde obscur d'en bas. Un fil de matière et d'énergie qui descend sans jamais s'arrêter, depuis la surface jusqu'aux fosses les plus profondes, depuis l'aube de la vie complexe jusqu'à aujourd'hui. Et dans cette obscurité grandissante, les premiers points de lumière apparaissent. Mais avant de continuer, prends un moment. Laisse-toi flotter ici, à 200 mètres, dans cette zone de transition entre le monde éclairé et le monde obscur. L'eau autour de toi est à 7 ou 8 degrés. Elle est dense. Elle est stable. Il n'y a plus de turbulence, plus d'agitation de surface. Tout est calme d'une façon que la surface de l'océan n'est jamais vraiment. Et pense à l'étendue de ce qui t'entoure. L'océan n'est pas un lac. Ce n'est pas une nappe d'eau délimitée. C'est un volume immense, 70% de la surface terrestre, avec une profondeur moyenne de 3800 mètres. Si tu aplatissais toute la surface de la planète, l'océan la couvrirait d'une couche de 2,5 km d'épaisseur. Dans cet océan, il y a environ 1,3 milliard de kilomètres cubes d'eau. 1,3 milliard de kilomètres cubes. Cette eau a été sur cette planète depuis environ 4 milliards d'années, apportée en partie par les comètes et les astéroïdes qui ont bombardé la jeune Terre, en partie libérée par le volcanisme des premières centaines de millions d'années. Elle a circulé dans des cycles depuis lors. Elle a été de la vapeur dans l'atmosphère d'un monde sans vie. Elle a été de la glace dans des épisodes de glaciation totale, quand la planète entière était couverte de neige. Elle a été dans les veines de tous les animaux marins qui ont jamais vécu. Elle est là maintenant, autour de toi, à 200 mètres de profondeur, paisible et ancienne. Et les courants océaniques la transportent lentement dans un circuit qui dure des centaines à des milliers d'années. La circulation thermohaline, la grande bande transporteuse des océans, prend l'eau froide et salée des pôles qui coulent vers le fond, la distribue dans les grandes profondeurs de tous les océans, et la fait remonter lentement vers la surface dans les zones tropicales. Ce circuit prend environ 1000 ans pour compléter un tour du monde. L'eau froide autour de toi en ce moment a peut-être passé ses derniers siècles au fond de l'Atlantique Nord avant de remonter lentement dans ce coin de mer. Elle voyage dans le temps pendant que tu descends dans l'espace. Et pense au son de l'océan. L'eau transmet le son beaucoup mieux que l'air, environ 5 fois plus vite, et sur des distances incomparablement plus grandes. Dans certaines conditions, les sons produits par les baleines à bosse peuvent traverser un bassin océanique entier, de l'Atlantique Nord à l'Atlantique Sud, des milliers de kilomètres. Les chants des baleines à bosse sont parmi les sons les plus complexes produits par un animal non humain.
Un chant peut durer 20 à 30 minutes, être répété pendant des heures, et évoluer sur des mois. Les mâles dans le même bassin océanique chantent des variations du même chant, et ces variations se propagent comme des modes à travers toute la population. Ce que les biologistes marins observent ressemble à la diffusion d'une chanson populaire à travers une culture. Les baleines ont une culture musicale. Et dans l'océan, il y a aussi des sons que nous ne pouvons pas entendre, des infrasons, des sons sous le seuil de l'audition humaine. Les cétacés géants comme les baleines bleues produisent des sons à 20 Hz et en dessous, des grondements profonds qui voyagent à travers des milliers de kilomètres d'eau. Ces sons traversent en ce moment tous les océans du monde. Il y a un endroit dans l'océan, à environ 700 mètres de profondeur dans certaines latitudes, appelé le Sophar Channel, pour Sound Fixing and Ranging. C'est une couche où la vitesse du son est minimale, créée par la conjonction de la pression et de la température. Les sons qui s'y propagent sont piégés horizontalement et peuvent voyager sur des distances extraordinaires sans être absorbés. Les baleines bleues semblent l'utiliser pour communiquer à travers des milliers de kilomètres d'océan. Tu traverses ce canal en ce moment dans ta descente. Écoute, si tu peux imaginer les infrasons. Un grondement sourd. Une vibration qui traverse plus que les oreilles, qui traverse la poitrine. Un son ancien, produit par des êtres qui chantent dans l'obscurité des océans depuis des millions d'années. L'océan est rempli de chants. Tu entres dans la zone mésopélagique, la zone de crépuscule. Entre 200 et 1000 mètres de profondeur, dans une obscurité qui s'approfondit à chaque mètre, la vie a inventé sa propre lumière. La bioluminescence est présente chez 76% des créatures des grandes profondeurs. Elle a été inventée indépendamment des dizaines de fois dans l'évolution, chez des bactéries, des dinoflagellés, des méduses, des céphalopodes, des crustacés, des poissons. Des organismes sans ancêtres communs récents ont tous abouti à la même solution. Une molécule, la luciférine, qui réagit avec de l'oxygène en présence d'une enzyme, la luciférase, pour produire de la lumière froide. Presque 100% de l'énergie est convertie en lumière, contre 5% pour une ampoule à incandescence. La vie est plus efficace que notre technologie. Autour de toi, des myctophidés, de petits poissons dont les flancs sont couverts de rangées d'organes lumineux appelés photophores, dérivent dans toutes les directions. Leurs photophores clignotent en motifs précis, différents selon les espèces, comme des codes d'identification dans les ténèbres. Certains motifs servent à attirer des partenaires, d'autres à brouiller les prédateurs. Des crevettes translucides aux yeux télescopiques regardent à la fois vers le haut et vers le bas, une adaptation pour détecter simultanément les ombres venant de l'obscurité ci-dessous et les silhouettes se découpant contre la faible lumière résiduelle ci-dessus. Et cette zone abrite une des migrations les plus spectaculaires de la planète. Chaque soir, au coucher du soleil, des milliards d'organismes remontent depuis les profondeurs vers la surface pour se nourrir dans l'obscurité protectrice de la nuit, loin des prédateurs visuels du jour. Et chaque matin, avant l'aube, ils redescendent vers des eaux plus sombres pour se cacher. Cette migration verticale se produit chaque nuit, dans tous les océans, sans exception. Des millions de tonnes d'animaux qui montent et descendent de plusieurs centaines de mètres chaque jour. La biomasse de cette zone de crépuscule est immense, peut-être 10 milliards de tonnes d'animaux, plus que tout ce qui vit sur les terres émergées réunies. Et nous la connaissons à peine. Dans ton passage vers le bas, tu croises ces migrants qui remontent, une foule silencieuse et lumineuse qui va là où tu viens. Vous vous croisez sans un mot dans l'obscurité bleue qui devient noire. À 1000 mètres, tu entres dans la zone bathypélagique. La zone de minuit. Il n'y a plus de lumière solaire ici. Zéro. Même les instruments les plus sensibles ne détectent rien. La nuit ici est absolue et permanente. Il n'y a pas de jour et de nuit dans les grandes profondeurs, juste une obscurité constante, immuable, depuis la formation des océans. La pression est d'environ 100 atmosphères. La température est proche de 2 degrés Celsius. Prends un moment à 1000 mètres. Il y a une qualité de silence ici que tu n'as jamais connue dans ta vie éveillée. Pas un silence d'absence, l'océan profond a ses propres sons. Les cliquetis et les grattements des crustacés. Les sons graves et lents des poissons des profondeurs. Le passage lointain d'un cachalot, dont les clics d'écholocation traversent des kilomètres d'eau, résonnent contre le fond, et reviennent à l'animal avec l'image acoustique de ce qui se trouve en dessous. Mais c'est un silence d'espace.
Un silence de distance. Devant toi, dans l'obscurité, un point de lumière bleue s'approche lentement. Un anglerfish femelle. Elle est petite, une vingtaine de centimètres, et d'une laideur magistrale. Sa tête est démesurément grande par rapport à son corps. Sa gueule est garnie de dents longues et translucides, recourbées vers l'intérieur. Ses yeux sont petits, presque vestigiaux. Et depuis son front, une longue tige, l'ilicium, se projette vers l'avant, terminée par une petite ampoule lumineuse, l'esca, qui pulse doucement dans le noir. Cette lumière est produite par des bactéries bioluminescentes en symbiose dans l'esca. L'anglerfish ne produit pas sa propre lumière, elle héberge des bactéries qui le font pour elle, comme nous hébergeons des mitochondries qui respirent pour nous. La biologie est pleine de ces mises en abîme. L'ampoule pulse. Elle attire. Et quand une proie s'approche assez près, la gueule s'ouvre en grand en quelques millièmes de seconde, une bouche qui peut s'élargir pour avaler des proies plus grandes que le poisson lui-même. L'anglerfish t'observe un moment. Puis elle dérive dans le noir. Plus loin, une forme immense ondule lentement. Un siphonophore, peut-être 50 mètres de long, peut-être plus. Ce n'est pas un seul animal. C'est une colonie de zooïdes, des individus spécialisés développés depuis un même ancêtre. Certains propulsent la colonie. D'autres capturent les proies. D'autres digèrent. D'autres se reproduisent. Ensemble, ils forment quelque chose qui ressemble à un seul organisme mais qui est une société de clones. Cette chose qui dérive près de toi est peut-être la plus longue créature vivante sur Terre. Et dans cette obscurité, d'autres créatures t'entourent sans que tu les vois. Le calmar vampire, Vampiroteuthis infernali, dont la cape sombre relie ses bras comme les ailes d'un manteau. Il ne chasse pas, il capture la neige marine qui tombe, l'agglomère en boules de mucus et l'ingère. Il vit sans jamais tuer. Le poisson dragon noir, dont le corps est d'un noir si absolu qu'il absorbe presque toute la lumière, une adaptation qui le rend invisible même quand une lumière bioluminescente l'éclaire. Le monstre vipère, Choliodu, avec ses dents si longues qu'elles ne rentrent pas dans sa bouche fermée. La course aux armements entre prédateurs et proies dans ces ténèbres absolues a produit des solutions extraordinaires, des corps transparents, des corps noirs absolus, des lumières comme l'heure, des mâchoires articulées capables d'avaler n'importe quelle taille de proie. La vie trouve toujours un chemin. Dans cette zone de minuit, une autre créature extraordinaire mérite qu'on s'y arrête. Le cachalot. Ces grands cétacés, les plus grands animaux Adam jamais apparus sur Terre, plongent régulièrement dans cette zone de minuit pour chasser les calmars géants. Ils descendent jusqu'à 2000, parfois 3000 mètres, en retenant leur souffle pendant 60 à 90 minutes. Leurs poumons s'effondrent sous la pression en descendant, ce qui, chez un humain, serait fatal, mais chez le cachalot est prévu et géré. Leur sang et leurs muscles stockent des quantités d'oxygène extraordinaires, et leur métabolisme ralentit pendant la plongée pour économiser chaque molécule. Pendant ces plongées, les cachalots chassent à l'aide de l'écholocation. Leurs clics sont les sons les plus forts produits par un animal, jusqu'à 230 décibels en source. Ces impulsions sonores voyagent loin dans l'obscurité, rebondissent sur les calmars et les autres proies, et reviennent à l'animal avec une image acoustique précise de ce qui se trouve autour de lui. Le cachalot voit dans le noir avec du son. Et ces sons traversent l'océan sur des centaines de kilomètres. D'autres cachalots les entendent. Ils communiquent par des séquences de clics, des codas, dont les dialectes varient entre les groupes et les régions du monde. Des générations de baleines transmettent des chants, des appels, des codas. C'est une culture animale, transmise par apprentissage social, pas par les gènes. La culture n'est pas une invention humaine. Laisse-toi flotter un moment. À 2000 mètres de profondeur, dans le froid et le noir absolu. Dans chaque litre d'eau qui t'entoure, il y a des millions de bactéries. Et des virus en quantité encore plus immense. Les virus marins sont les entités les plus nombreuses des océans, et ils jouent un rôle crucial dans le cycle des nutriments en infectant et détruisant des milliards de bactéries chaque seconde, libérant leur contenu dans l'eau. Certaines bactéries des profondeurs se divisent peut-être une fois par siècle. Elles vivent sur la patience absolue. Toi aussi, ce soir, tu peux t'en approcher. Il n'y a rien à faire. Juste être là. Laisse ta respiration ralentir. Dans ta cage thoracique là-haut, tes poumons se gonflent et se dégonflent doucement. Ton cœur bat.
Tes yeux sont fermés derrière leurs paupières. Ta mâchoire est desserrée. Tes mains sont ouvertes. Tu es là-haut dans ton lit, et ici en même temps dans l'obscurité de l'océan. Les deux sont vrais. Et pense à ceci, l'obscurité des abysses et l'obscurité de ta chambre sont faites de la même chose. L'absence de lumière. L'absence n'est pas quelque chose, c'est l'absence d'autre chose. La lumière est un phénomène, une énergie, des photons. L'obscurité est simplement ce qui est là quand les photons ne sont pas là. L'obscurité des abysses et l'obscurité derrière tes paupières sont la même absence. Et dans cette absence, des créatures vivent. Des cerveaux pensent. Des rêves se forment. Tu n'es pas très différent de ces êtres de lumière dans le noir. Toi aussi tu produis de l'énergie, ta chaleur corporelle rayonne dans l'infrarouge, invisible à l'œil nu mais bien réelle. Toi aussi tu émets des signaux chimiques, des phéromones, des molécules volatiles qui t'identifient. Toi aussi tu envoies des signaux électriques dans ton cerveau, des potentiels d'action qui voyagent le long de tes axones comme les impulsions d'un poisson électrique. Tu brilles à ta façon. Dans l'obscurité de ta chambre, dans l'obscurité derrière tes paupières, tu es une créature lumineuse. Comme l'anglerfish. Comme le siphonophore. Comme les myctophidés qui montent chaque nuit vers la surface. Tous des îlots de lumière et d'ordre dans le noir du cosmos. Tu reprendsta dei sentei. À 4000 mètres, le fond. La plaine abyssale. C'est la surface la plus étendue de la planète. Les plaines abyssales couvrent environ la moitié de la surface totale de la Terre. Et pourtant, elles sont parmi les endroits les moins connus du monde. Nous avons cartographié en haute résolution moins de 20% du fond des océans. Nous connaissons mieux la surface de la Lune et de Mars que le fond de notre propre planète. Ce sol est mou. Un sédiment fin, composé de débris de micro-organismes accumulés sur des millions d'années. Ce sédiment s'est accumulé à raison de quelques millimètres par millénaire. La couche sous tes pieds représente des millions d'années d'histoire. Couche par couche, comme les pages d'un livre de géologie que personne ne pourra jamais entièrement lire. Des holothuries, des concombres de mer, se déplacent lentement sur le fond, aspirant les sédiments pour en extraire la matière organique. Elles sont les éboueurs des abysses. Sans elles, la neige marine s'accumulerait indéfiniment. Elles recyclent, transforment, nourrissent. Des ophures se déplacent sur leurs 5 bras flexibles. Des polychètes s'enfouissent dans les sédiments. Des éponges tubulaires filtrent l'eau qui passe très lentement. Des poissons plats et pâles reposent sur le fond, leurs yeux dirigés vers le haut dans l'obscurité, attendant. Et le fond est parsemé de nodules polymétalliques, des concrétions de manganèse, de nickel, de cobalt. Ils se forment autour d'un noyau, souvent une dent de requin fossile, un fragment d'os. Ils croissent de quelques millimètres par millions d'années. Le nodule dans ta main imaginaire a peut-être commencé à se former quand les dinosaures existaient encore. Il pèse le poids du temps. Et dans ce sédiment, en regardant attentivement, tu vois des structures tubulaires, des tubes de polychètes, des terriers d'amphipodes et des traces de déplacement dans la boue douce. Ces traces sont les empreintes de la vie abyssale. Elles ressemblent à des graffitis sur le sédiment, des spirales, des lignes droites, des cercles. Certains animaux des abysses laissent des motifs géométriques dans les sédiments en se nourrissant, des holothuries, des oursins, des étoiles de mer qui progressent méticuleusement, couvrant la surface de sillons parallèles pour ne rien manquer. Ces motifs dans la boue. Ces traces dans les sédiments. Elles ressemblent à ce que des archéologues trouvent dans les sols de sites humains, des traces d'activité, de déplacement, de vie quotidienne. Ici aussi, il y a des habitudes, des territoires, des comportements répétés génération après génération. La vie n'attend pas l'abondance pour s'organiser. Elle s'organise avec ce qu'elle a, là où elle est, aussi peu que ce soit. En dessous de toi, sous les sédiments, dans les roches elles-mêmes, il y a ce qu'on appelle la biosphère profonde. Des micro-organismes, bactéries et archées, vivent dans les pores des roches sédimentaires, à des centaines de mètres sous le fond marin. Ils se nourrissent des traces de matière organique piégées dans la roche, de réactions chimiques entre minéraux, des isotopes radioactifs qui se désintègrent lentement. Leur métabolisme est ralenti à l'extrême. Ils se divisent peut-être une fois tous les quelques siècles. La biomasse totale de cette biosphère profonde des roches,
sous les océans et sous les continents, est estimé à plusieurs centaines de milliards de tonnes de carbone. Peut-être autant que toute la vie en surface. Sous nos pieds, sous le fond des océans, la vie s'étend encore. 5e le bas. Dans le noir. Dans la pierre. Au loin sur le fond plat, une lueur rouge et orange. Tu t'en approches lentement. Les cheminées hydrothermales. En 1977, des scientifiques à bord du submersible Alvin ont plongé sur la dorsale des Galapagos et ont vu quelque chose qui n'existait dans aucun livre de biologie. Au fond de l'océan, dans une obscurité absolue et sous une pression écrasante, un jardin luxuriant de vie inconnue entourait des colonnes d'eau surchauffées qui jaillissaient du fond marin. Des vers tubicoles géants, Riftia pachyptila, de 2 mètres de long, rouges vifs, ondulaient dans les courants chauds comme des fleurs géantes dans un jardin sous-marin. Des crabes blancs rampaient sur le sol de lave noire. Des palourdes et des moules géantes colonisaient les bords de la zone chaude. Des crevets d'aveugles se pressaient en masse dense autour des cheminées. Tout ça sans lumière du soleil. Tout ça sans photosynthèse. Cette découverte a changé notre compréhension de la vie. Les cheminées hydrothermales se forment là où l'eau de mer s'infiltre dans les fissures du fond marin le long des dorsales volcaniques, est chauffée par la roche en dessous, parfois jusqu'à 400 degrés, et rejaillit chargée de minéraux. Ces minéraux, en contact avec l'eau froide des abysses, précipitent et forment les colonnes caractéristiques. Les black smokers crachent de l'eau noire à 400 degrés, chargée de sulfure. Les white smokers émettent une fumée blanche à des températures plus basses, chargée de carbonate et de silicate. Dans cette eau chaude et riche en soufre, des bactéries chimio-autotrophes prospèrent. Ces bactéries ne tirent pas leur énergie du soleil. Elles extraient des liaisons chimiques des composés soufrés, elles oxydent le sulfure d'hydrogène pour produire de l'énergie. C'est la chimiosynthèse, un processus fondamentalement différent de la photosynthèse, qui permet à la vie d'exister sans lumière, sans soleil, uniquement à partir de la chaleur et de la chimie de la planète. Ces bactéries sont la base d'une chaîne alimentaire entièrement indépendante du soleil. Les vers tubicoles géants n'ont pas de bouche, pas de tube digestif. Ils hébergent dans un organe spécialisé, le trophosome, des milliards de bactéries chimiosynthétiques en symbiose. Le ver fournit aux bactéries un abri, de l'oxygène et du sulfure d'hydrogène. Les bactéries produisent de la matière organique que le ver absorbe directement. Pas de digestion. Pas de prédation. Juste un échange chimique direct entre deux organismes qui ont coévolué pour devenir indispensables l'un à l'autre. C'est le même principe que les mitochondries dans nos cellules, une symbiose ancienne entre un hôte et un micro-organisme, mais visible à l'œil nu, déployée à l'échelle d'un être de 2 mètres dans les abysses. Tu restes un moment près d'une cheminée. La chaleur est perceptible. L'eau s'élève en colonne sombre au-dessus, dispersant ses minéraux dans le froid environnant. Des cristaux se déposent sur les parois, la cheminée grandit lentement, centimètre par centimètre, année après année, formant des cathédrales de roches noires qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres. Les vers tubicoles ondulent autour de toi dans leur rouge vif, dû à l'hémoglobine, la même protéine que dans ton sang. Une hémoglobine adaptée pour transporter à la fois l'oxygène et le sulfure d'hydrogène, 2 molécules normalement incompatibles dans la même protéine. La vie aux cheminées hydrothermales a posé une question immense. Si la vie peut exister ici, sans soleil, alimentée uniquement par la chimie des roches, alors peut-elle exister dans d'autres endroits? Sous la glace d'Europe, la lune de Jupiter, dont l'océan profond est maintenu liquide par les forces de marée. Sur Encelade, la lune de Saturne, dont les geysers d'eau chargés de silicates suggèrent des cheminées hydrothermales actives sous la glace. La vie, peut-être, n'est pas une anomalie planétaire. Peut-être est-elle une tendance de la chimie dans l'univers. Reste encore un moment près des cheminées. Les communautés qui vivent autour d'une cheminée hydrothermale sont presque entièrement isolées. Entre deux cheminées, il peut y avoir des centaines de kilomètres de fond froid et obscur, inhospitalier pour la plupart des espèces thermophiles. Comment ces espèces se dispersent-elles d'une cheminée à une autre? Comment colonisent-elles une nouvelle cheminée quand elle s'ouvre? Les larves de certaines espèces, des vers tubicoles, des palourdes, des moules, sont planctoniques. Elles peuvent être emportées par les courants abyssaux sur de longues distances. Quand elles arrivent près d'une cheminée active,
Détectant les gradients chimiques et thermiques qui la signalent, elles s'installent, se métamorphosent, et commencent leur vie sédentaire. La colonisation des cheminées ressemble un peu à la colonisation des îles volcaniques. Des communautés qui se forment de rien, dans un endroit hostile, à partir de quelques pionniers portés par le hasard des courants. Et quand une cheminée s'éteint, ce qui arrive, la géologie volcanique changeant, les courants de lave se déplaçant, la communauté qui vivait autour d'elle disparaît progressivement. Les sources de chaleur et de soufre s'épuisent. Les vers tubicoles meurent les premiers. Puis les crustacés. Puis les mollusques. Jusqu'à ce que le site soit abandonné, refroidi, ressemblant à nouveau à n'importe quelle autre portion du fond marin. Des mondes entiers s'éteignent dans l'obscurité, sans que personne les ait jamais vus. Et des mondes nouveaux s'allument ailleurs, là où une fissure s'ouvre dans la roche, là où de l'eau de mer rencontre de la lave en fusion. L'océan profond est parsemé de ces petites flammes de vie dans le noir. Tooth continues. Le fond plat reprend. La topographie change. Une fissure dans le plancher océanique, l'entrée d'une fosse. La zone adale. Les fosses océaniques se forment aux zones de subduction, là où une plaque tectonique plonge sous une autre. La fosse des Mariannes, dans le Pacifique occidental, est la plus profonde connue, 11 000 mètres. Plus profonde que l'Everest Néo. Tu descends dans la fosse. Les parois s'élèvent de chaque côté. Le fond s'éloigne. La pression augmente encore, à 11 000 mètres, elle est d'environ 1100 atmosphères. Et pourtant des amphipodes, de petits crustacés, pullulent dans les sédiments des fosses les plus profondes. On les a trouvés à 11 000 mètres de profondeur, vivants et actifs. Certains sont même anormalement grands, le gigantisme des profondeurs. Peut-être lié à la pression. Peut-être à la nourriture qui s'accumule dans ces zones piégées. Peut-être aux grandes températures froides qui ralentissent le métabolisme et permettent de vivre plus longtemps, plus grand. Des bactéries ont été trouvées dans des roches sédimentaires à plusieurs kilomètres sous le fond marin. Des polychètes habitent les fosses. Des holoturies y vivent, mangeant les sédiments comme elles le font partout ailleurs. En 2019, le plongeur Victor Cinquième-Escovo est descendu dans la fosse des Mariannes à 10 928 mètres, le point le plus profond jamais atteint par un être humain. Il a vu des créatures vivantes sur le fond. Il a aussi vu quelque chose de moins agréable, un sac plastique et des emballages de bonbons. La pollution humaine atteint le point le plus profond de l'océan. Les microplastiques, des fragments de plastique de moins de 5 mm, ont été trouvés dans des sédiments des fosses les plus profondes. Des polluants organiques, des PCB, des DDT, s'accumulent dans les graisses des amphipodes abyssaux à des concentrations plus élevées que dans des habitats côtiers pollués. Ces substances descendent avec la neige marine, piégées dans les particules organiques, et se concentrent au fil de la chaîne alimentaire. Ce que nous déposons en surface descend jusqu'au fond. La fosse des Mariannes n'est pas à l'abri. Mais malgré ça, la vie est là. Resistant. Ancienne. Elle vivait ici bien avant que nous existions, et elle vivra ici encore longtemps après. La vie a colonisé chaque recoin accessible de cette planète. Pas métaphoriquement. Literally. Tu t'arrêtes au fond de la fosse. Le fond est doux, les sédiments s'y accumulent, piégés par la topographie. La neige marine tombe ici aussi, après avoir traversé 11 km d'eau depuis la surface. Le voyage d'une particule depuis la surface jusqu'ici prend des mois. Elle est transformée en route, décomposée, recomposée, digérée et redigestée. Ce qui arrive au fond de la fosse est différent de ce qui est parti de la surface, mais c'est une continuation du même flux. La fosse est silencieuse d'une façon que nulle part ailleurs ne l'est. Les sons des courants, des créatures, des vagues lointaines, tout ça est filtré, amorti, réduit à presque rien par les 11 km d'eau au-dessus. Seuls les sons très graves, les infrasons, voyagent jusqu'ici, portés par la densité de l'eau sur des milliers de kilomètres. Un tremblement de terre quelque part dans le monde arrive ici sous forme d'une vibration très lente dans le fond de pierre. La terre tremble, et la fosse l'entend. Pense à la pression autour de toi. Milcent atmospheres. Cela signifie que chaque centimètre carré de n'importe quelle surface ici supporte plus d'1 kilogramme de pression. Ton corps entier, s'il n'était pas protégé, supporterait une force d'écrasement équivalente à plusieurs tonnes.
Les submersibles conçus pour atteindre ces profondeurs sont construits en sphères d'acier ou de céramique. La sphère est la forme qui résiste le mieux à une pression uniforme de toutes parts. Et les créatures qui vivent ici ne se défendent pas contre cette pression, elles ne le peuvent pas. Elles l'ont intégrée. Leurs membranes cellulaires sont composées de lipides adaptés aux hautes pressions, plus fluides que nos lipides de surface, pour compenser ce que la pression ferait autrement à leur fluidité. Leurs protéines sont stables à des pressions qui dénatureraient les nôtres en quelques secondes. Elles sont construites pour ici. Comme nous sommes construits pour là-haut. Regarde vers le haut. 11 kilomètres d'eau au-dessus de toi. Pense à ce que tu as traversé. La zone de vie lumineuse et ses milliards de phytoplancton. La thermocline. Les migrants verticaux de la zone crépusculaire et leur bioluminescence. La zone de minuit avec l'anglerfish et le siphonophore géant. La neige marine qui descend sans jamais s'arrêter. La plaine abyssale avec ses holothuries et ses nodules de manganèse. Les cheminées hydrothermales et leur communauté chimio-synthétique. Et maintenant toi, ici, au point le plus bas de la planète. Et au-dessus de tout ça, la surface. L'air. Les étoiles. L'espace. Tout est connecté. L'oxygène que les phytoplanctons de surface produisent finit dans tes poumons. Les minéraux des cheminées hydrothermales alimentent les courants océaniques qui régulent le climat de la planète entière. Les sédiments des fosses seront un jour soulevés en montagne par la tectonique des plaques. Les montagnes s'éroient et retourneront à la mer. Tout se transforme. Rien ne disparaît vraiment. L'océan est un cycle dans le grand cycle. Il est temps de remonter. Lentement, la descente s'inverse. Tu remontes dans la fosse, les parois qui s'écartent, le fond qui s'éloigne en dessous. La plaine abyssale qui s'ouvre à nouveau sous tes pieds. Les cheminées hydrothermales disparaissent dans l'obscurité derrière toi, avec leurs vers ondulants et leurs bactéries patientes qui convertissent le soufre en vie depuis des millions d'années. Tu remontes dans la zone de minuit. Les bioluminescences t'entourent à nouveau, ces pulsations bleues et vertes dans l'obscurité absolue. L'anglerfish quelque part là, sa lanterne allumée. Le siphonophore qui dérive dans sa longueur impossible. Le calmar vampire qui capture en silence les flocons de neige marine. La remontée prend du temps. Laisse-la prendre du temps. À 2000 mètres, puis 1500, puis 1000, l'obscurité absolue reste la même. Il n'y a pas de gradient visible de lumière à ces profondeurs. Le changement viendra plus haut. Mais quelque chose change quand même. La pression diminue progressivement. Des 10 atmosphères, puis 20, puis 50, puis 100. Un allègement imperceptible mais réel. Les créatures qui font la migration verticale quotidienne vivent cette décompression chaque soir en remontant et chaque matin en descendant. Leur corps gère ces changements de pression de façon automatique. Certains ont des vessies natatoires qui se dégonflent et se regonflent pour maintenir la flottabilité. D'autres n'ont pas de cavité gazeuse, leur corps est constitué de liquide presque incompressible, et ils s'adaptent sans effort visible. La vie a toujours une solution. Tu traverses la zone de crépuscule. La lumière revient très doucement, une teinte bleue qui s'éclaircit, imperceptiblement d'abord, puis de plus en plus réelle. Tu croises les migrants verticaux à nouveau, cette fois ils descendent, l'aube approche là-haut, et ils regagnent leur profondeur de jour. Une foule silencieuse et lumineuse qui reprend son chemin dans le noir. La thermocline, ce frisson de réchauffement, ce passage entre les mondes. Et puis la lumière revient. Les dinoflagellés bioluminescents sont là à nouveau, leurs flashs bleus quand tu les touches, leurs traînées lumineuses dans ton sillage. Le bruit des vagues, très loin au-dessus, commence à se faire entendre comme un murmure sourd. Tu remontes vers le monde que tu connais. Les phytoplanctons autour de toi, leurs coquilles minérales. Les bancs de poissons aux flancs argentés. Les méduses qui pulsent lentement. Et la surface, ce voile lumineux et tremblant, le plafond de l'océan, le plancher de l'air. Tu émerges. La transition est douce. Le bruit de l'eau qui change de texture au moment où tu passes de l'eau à l'air. La différence de température sur ta peau. L'air, cet air épais et complexe comparé à l'eau froide et dense des profondeurs, qui entre dans tes poumons. Et pour la première fois depuis des kilomètres, tu vois le ciel. Les étoiles, là-haut. Les mêmes étoiles qui étaient là quand tu entrais dans l'eau. Elles n'ont pas bougé, ou si peu.
Le temps que tu as mis pour descendre jusqu'à 11 000 mètres et remonter n'a été pour elle qu'un imperceptible instant. Les étoiles n'ont pas de sens de l'urgence. Et toi non plus, ce soir. Les vagues te portent doucement. Leur mouvement, ce balancement régulier et patient, est produit par l'énergie du vent, elle-même produite par les différences de chaleur entre zones géographiques, elle-même produite par le soleil. Chaque vague est un peu de lumière solaire convertie en mouvement mécanique. Chaque vague te porte avec l'énergie d'une étoile. Tutta laises flate. Le sel sur ta peau. Le bruit de l'eau autour de toi. L'immensité du ciel au-dessus. Pense aux baleines. Il y a, dans l'océan, un phénomène qu'on appelle la chute de baleine, la whale fall. Quand une grande baleine meurt en mer, son corps coule vers le fond. La descente peut prendre des heures à des dizaines d'heures selon la profondeur. Et quand le cadavre touche le fond, il devient un festin. En quelques mois, les gros charognards, requins, poissons dormeurs, consomment les chairs molles. Puis des vers, des crustacés et des bactéries attaquent le squelette. Certaines espèces, dont des vers appelés os dax, littéralement mangeurs d'os, n'existent que sur les carcasses de baleines. Ces vers n'ont pas de bouche, ils enfoncent leurs racines dans les os, et des bactéries symbiotiques dans ces racines digèrent les lipides des os pour le ver. Après plusieurs décennies, les os eux-mêmes sont consommés. Les lipides qu'ils contenaient sont convertis en sulfure par des bactéries anaérobies, créant temporairement un mini-écosystème chimiosynthétique, semblable aux cheminées hydrothermales. Une baleine morte nourrit un écosystème entier pendant un siècle. Elle meurt. Et pendant 100 ans, sa mort génère de la vie. Il n'y a pas de fin dans l'océan. Il n'y a que des transformations. Tu viens de traverser 11 kilomètres de profondeur. Tu as vu des mondes que presque aucun être humain n'a vus. Tu as touché le fond de la terre dans la plus profonde des fosses. Et tu es remonté. Et tout ça, allongé dans un lit, les yeux fermés, en respirant. L'air de la nuit sur ta peau imaginaire. Le bruit des vagues à tes oreilles imaginaires. L'immensité du ciel et de ses étoiles au-dessus de toi. Tu viens de traverser l'un des plus grands espaces de la planète. Un espace presque entièrement inconnu. Un espace où la vie existe sous des formes que nous n'avons pas encore toutes découvertes, dans des conditions que nous aurions autrefois jugées impossibles. L'océan couvre 71% de la surface de la Terre. Il régule le climat en absorbant la chaleur et le dioxyde de carbone. Il produit la moitié de l'oxygène que tu respires. Il a vu naître la vie sur cette planète. Il a vu apparaître les premières cellules, les premiers organismes multicellulaires, les premiers vertébrés. Il a absorbé des milliards d'années de neige marine et garde leur empreinte dans ses sédiments en couches infinies. L'océan n'est pas un décor. Il est un partenaire ancien. Il est une partie de toi. Et il est en danger. L'acidification des océans, due à l'absorption du dioxyde de carbone atmosphérique que nous produisons, menace les coquilles de calcite des coccolithophores et les squelettes de carbonate de calcium des coraux. L'eau de mer, plus acide, dissout ces structures. Les coraux blanchissent quand la température monte, ils expulsent leurs algues symbiotiques et meurent si le stress dure trop longtemps. Les zones mortes, privées d'oxygène par l'excès de nutriments, s'étendent dans de nombreuses mers côtières. Ce n'est pas une raison de s'endormir dans l'angoisse ce soir. C'est une raison de se souvenir que cet océan que tu viens de traverser, avec sa neige marine, ses cheminées de soufre, ses créatures de lumière, son bruit de fond de cétacés qui chantent, existe vraiment, en ce moment, pendant que tu écoutes. Qu'il est réel. Que sa réalité mérite qu'on s'y attarde, même depuis un lit, même dans une histoire pour s'endormir. L'émerveillement est une forme de respect. L'océan n'est pas un décor. Il est un partenaire ancien. Il est une partie de toi. Maintenant, laisse ton corps s'installer complètement. Fais un tour lent de ce que tu sens. Commence par les pieds. Sens leur poids, leur chaleur intérieure. Dans les capillaires de tes pieds, en ce moment, des globules rouges chargés d'oxygène naviguent, cet oxygène produit pour moitié par des phytoplanctons dans des océans que tu ne verras peut-être jamais. Laisse tes orteils se détendre complètement. Les jambes. Lord. Et mobiles. Les muscles qui se sont reposés toute la soirée, qui se répareront dans la nuit. Le ventre. Qui monte et descend. Sens ta respiration sans y penser. Dans ton ventre,
quelque part, les bactéries de ton microbiome intestinal travaillent, comme les bactéries chimiosynthétiques des cheminées hydrothermales, elles font leur travail silencieusement, dans l'obscurité, en te nourrissant. La poitrine. Ton cœur qui bat. Regular. Patient. Depuis le 22e jour de ta vie. Les bras. Les mains ouvertes ou fermées, comme elles viennent. La tête. Lourde sur ce qui la supporte. Et dans ton crâne, le cerveau qui commence à changer de mode, les ondes qui ralentissent, la conscience qui se retire doucement. Tu as traversé 11 kilomètres d'océan ce soir. Et maintenant il te repose dans un corps qui est lui-même un océan miniature, 60% d'eau, traversé de courants de sang, peuplé de milliards de micro-organismes, régi par des gradients chimiques et électriques, nourris par la lumière d'une étoile. Tu portes l'océan en toi. Laisse ton corps faire. Tes pieds. La chaleur à l'intérieur de tes pieds, dans les capillaires minuscules, dans les cellules musculaires et cutanées qui reçoivent en ce moment leur quota d'oxygène venu de l'océan, de ces phytoplanctons que tu viens d'imaginer, flottant en milliards dans les eaux de surface du monde. Tes jambes. Lord, immobiles. Les muscles relâchés. Ton ventre qui monte et descend avec ta respiration. Ta poitrina. Ton cœur qui bat, quelque part là, régulier, patient, depuis le début. Tes bras posés. Tes mains ouvertes. Ta tête, lourde sur ce qui la supporte. Et quelque part dans ton crâne, le cerveau qui commence à changer de mode. Les ondes qui ralentissent. La conscience qui se retire doucement, laissant la place au processus de la nuit. Dans ce corps qui va s'endormir, les mitochondries de tes cellules tournent. Tes reins filtrent. Ton foie travaille. Ton système immunitaire patrouille. Tout travaille, en silence, pendant que tu te reposes. Santa respiration. Elle entre. Dans tes alvéoles, en ce moment, des millions de sacs d'air minuscules se gonflent. L'oxygène produit par des phytoplanctons quelque part dans les océans du monde, peut-être en Atlantique Nord, peut-être dans le Pacifique Sud, peut-être dans les eaux polaires où la vie prolifère en été, traverse la fine membrane alvéolaire et entre dans ton sang. Un globule rouge passe, capte ces molécules, vire du bordeaux au rouge vif. Elle sort. Le dioxyde de carbone que tes cellules ont produit en brûlant les sucres de ton dernier repas, ce gaz issu de ta propre machinerie mitochondriale, remonte dans tes alvéoles et repart vers l'air. Demain, une algue dans un océan quelque part l'absorbera. Elle en fera du glucose. Elle respirera pour toi, à sa façon. Et les sels dans ton sang, le sodium, le potassium, le chlorure, sont à peu près aux mêmes concentrations que l'eau de mer primitive dans laquelle la vie a émergé il y a 4 milliards d'années. Nous portons l'océan primitif dans notre sang. Chaque cellule baigne dans un liquide dont la composition rappelle la mer ancienne dans laquelle les premières cellules ont appris à vivre. Tu es, dans un sens très profond, un animal marin. Tu portes l'océan en toi. Et l'océan porte quelque chose de toi. Tu fais partie du cycle. Tu as toujours fait partie du cycle. Les abysses que tu viens de traverser, les plaines obscures, les cheminées de soufre, les créatures de lumière, les fosses silencieuses, ils sont là en ce moment, dans le noir, sous des kilomètres d'eau, à leur travail patient. Les holoturies mangent les sédiments. L'anglerfish agite sa lanterne dans les ténèbres. Les bactéries chimiosynthétiques convertissent le soufre en énergie depuis des millions d'années. Les vers tubicoles ondulent doucement dans les courants chauds sans jamais voir la lumière. Tout ça, pendant que tu t'endors. Laisse tes épaules descendre une dernière fois. Laisse ta mâchoire se détendre. Laisse tes mains s'ouvrir, comme si tu relâchais quelque chose que tu tenais sans le savoir. Tu n'as nulle part à aller ce soir. Tu as déjà fait le voyage le plus profond qu'il soit, tu as touché le fond de la terre, tu as vu la vie là où personne ne l'attendait, tu as remonté jusqu'à l'air et aux étoiles. Et maintenant tu te reposes. Dans un corps fait d'atomes forgés dans des étoiles, respirant de l'oxygène produit par des algues microscopiques dans des océans anciens, posé sur une planète dont les 3/4 de la surface sont encore inconnus, tournant doucement sur elle-même dans l'obscurité de l'espace. Il n'y a pas de meilleur endroit pour dormir. Bonne nuit.